séries cultes que l'on pourrait regarder à la sortie de l'école, ou encore émissions de télévision dédiées à la jeunesse. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans Fan 2. Les acteurs et animateurs de ces programmes sont les héros de notre enfance. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? On adore repenser à eux avec nostalgie. Séverine Ferrer, qui rythmait nos samedis matins sur M6 pour nous parler des stars. Alors, il y a beaucoup de garçons, t'imagines bien, qui sont amoureux de toi et qui se demandent si tu es un petit ami. Peste préférée des Français, Nelly Olson dans La Petite Maison dans la Prairie. La belle Cathy, fidèle amie d'Hélène dans la série qui faisait battre le cœur des adolescentes, Hélène et les garçons. Salut Léo, moi je m'appelle Cathy. Ou encore Sydney, animateur culte de la toute première émission dédiée au hip-hop. Aujourd'hui, que deviennent ces stars qui ont rythmé nos jeunes années? Nous les avons retrouvées loin des caméras et elles se sont livrées sans filtre. Mais évidemment, on rencontre toujours des garçons sur son lieu de travail. Et de temps en temps, ben voilà, il y avait des amourettes. Personne ne pouvait s'attendre à un tel succès. La notoriété, j'ai pas supporté. Alors que certaines continuent d'exploiter la recette qui a fait leur succès, C'était une peste, une gaz complètement. C'était terrible. Bravo, mesdames et messieurs! d'autres ont vu les portes de la célébrité se fermer sous leurs yeux. Quand l'émission s'est arrêtée, le téléphone a arrêté de sonner aussi. Ça, c'est assez navrant. C'est le truc qui m'a touché le plus, d'ailleurs. Maintenant, j'ai rencontré une autre vie en France. Ils nous raconteront les épreuves qu'ils ont dû affronter. Quand est arrivé le mouvement MeToo, bah, ça a été un choc. J'en fais partie. Pendant plusieurs années, j'ai occulté ce qui m'était arrivé. Mais aussi comment, pour certains, ils ont fait le choix de totalement se réinventer. Le métier d'archi, il me plaît beaucoup dans le côté créatif, dans le côté challenge. Même après toutes ces années, on rajeunit, on vieillit pas. Voici la nouvelle vie des héros de notre enfance. En 1997, débarque sur les écrans un nouveau programme People, Fan 2, qui va révolutionner la télévision. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans Fan 2. L'animatrice de cette petite émission d'M6, Séverine Ferrer. Vous craquez pour les stars, et ben nous aussi. À tout juste 20 ans, elle a l'âge de son public et devient très vite l'idole de la jeunesse. Chaque samedi matin, Séverine fait le tour de l'actualité musicale pour les fans de boys band, chanteurs à la mode et autres stars internationales. De Beyoncé à Britney Spears, elle les a toutes interviewées. Mais contre toute attente, elle claque la porte d'M6 en 2005 et se retire peu à peu du paysage audiovisuel. Alors, pourquoi ce choix? Que devient aujourd'hui Séverine Ferrer? Pour le savoir, l'ancienne présentatrice nous a invités à la suivre dans son quotidien trépidant. Devant nos caméras, elle s'est livrée comme jamais auparavant. « 7 h du matin, en plein cœur de Paris, nous retrouvons Séverine Ferrer à la gare du Nord. L'ancienne animatrice de l'émission Fan 2, âgée aujourd'hui de 47 ans, s'est levée aux aurores car un événement de taille l'attend. Eh bien là, c'est la série de la semaine des concerts à Gala Philippe. Et nous allons direction Lille où nous jouons ce soir. C'est génial, on va retrouver les copains, on va faire la fête. 19 ans après l'arrêt du programme phare d'M6, Bonne journée. Séverine renoue avec sa casquette de présentatrice. Elle est aux commandes d'un tout nouveau spectacle, dédié aux chanteurs des années 2000, comme par exemple Billy Crawford. T'as vu? J'ai fait tout, moi. Aujourd'hui âgé de 42 ans, il est un ami de Séverine depuis la grande époque de Fan 2. Et wesh ma gueule, hein. Bah oui, je dis la même chose. Ah, Séverine, bienvenue, wesh ma gueule. C'est fini. Dans les années 2000, Billy et Séverine étaient de véritables idoles des jeunes.
Une période dont ils sont aujourd'hui un peu nostalgiques. En fait, on a vécu quelque chose de tellement fort qui nous a unis, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est la Et bonne époque. c'était la bonne époque, et puis c'était bon enfant. Il n'y avait pas de rivalité, c'était des copains qui étaient heureux d'être ensemble, qui avaient le même âge en plus. Donc il y avait quelque chose, on a grandi ensemble, on a connu le succès ensemble. Vous avez jamais eu une petite amourette avec un des beaux boys bands de l'époque ou... Une Il y a beaucoup quand même. Je sais pas. Nous, on nous a dit Faudel, on nous a dit... Non. Elle va me ressortir tous les dossiers, tu sais. Mais je ne répondrai pas. Ça fait partie de ma vie privée. Mais non, mais évidemment, on rencontre toujours des garçons sur son lieu de travail. Donc voilà, moi je ne voyais que des garçons que je côtoyais et de temps en temps, voilà, il y avait des amourettes, ouais. Mais c'est comme partout, dans n'importe quel secteur d'activité. Passons. Une fois arrivés à Lille, Il n'y a même pas un mec pour me tenir ma valise, quoi. pas le temps de souffler. Avant le spectacle, Séverine et ses amis chanteurs doivent se plier à la traditionnelle promo qui se fera dans un centre commercial de Lille. Merci. Cet après-midi, un maximum de bruit. Sur place, elle est attendue par une petite centaine de fans, des fidèles de la première heure. Séverine, c'est toute ma jeunesse, quoi. On a pratiquement le même âge, donc c'est ma génération, je l'adore. Elle change pas. Depuis des années qu'on a regardé Fan 2, elle change pas du tout. Asida, on va écouter dans un instant. Et Salomé des Valdames également. Pour Séverine, retrouver son public est toujours un vrai plaisir, même si ça n'a plus grand-chose à voir avec l'hystérie qu'elle provoquait auprès des jeunes à la grande époque de Fan 2. Vous avez quand même fait longtemps de la télé, les centres commerciaux, ça va? Ouais, c'est cool. Moi, j'ai toujours bien aimé. Je m'en fiche d'être dans une grande salle ou dans des centres commerciaux parce que justement, ce que j'aime dans ce métier, c'est d'aller à la rencontre des gens, peu importe où ils se trouvent. 18h, direction à présent pour Séverine et le reste de la troupe, le Zénith de Lille. Le show démarre dans moins de 2 heures. Voilà, donc maintenant j'ai cherché ma petite loge. Il reste très peu de temps à Séverine pour se préparer. Et le stress commence doucement à monter. Car ce soir, c'est devant plus de 5000 spectateurs qu'elle va se produire. Bah voilà, ça y est, t'as vu, je parle beaucoup moins tout à coup. Tout à coup. Non, c'est clair que ça monte et puis voilà, 3h30 de show, il faut les tenir. Donc si t'es pas concentré et si t'as pas toutes les cases dans les... Enfin, en tout cas, toutes les cases bien rangées comme il faut dans les bonnes cases, c'est compliqué. Mais voilà, ça va le faire. Maintenant, j'ai hâte d'y aller. Un show comme ça rapporte beaucoup. Je ne répondrai pas. Ça ne regarde personne. Bon show. Allez, venez avec moi. La tournée compte plus de 15 dates, de quoi vivre confortablement. Et pour faire descendre la pression, rien de mieux pour Séverine que de pratiquer quelques exercices de diction. Le fisc fixe exprès. Chaque taxe fixe exclusivement au luxe et à l'exquis. Je vous claque la porte, je vais me changer. À moins que vous vouliez me voir nue. Oui. Bah, dommage. Ce sera pas le cas. La salle est comble et sur scène, son co-animateur, Gwendal Marimoutou, est déjà en train de chauffer le public. Lille, on ne peut pas commencer cette soirée sans la personne qui pour moi représente le mieux les années 2000. Avant l'émission Star à domicile, c'est elle qui m'a amené les stars dans mon salon. C'est ma queen. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Séverine Ferrer! Séverine fait son entrée de star sur le générique culte de Fan 2, l'émission qui l'a rendue célèbre. Bonsoir Lille. Et alors, moi Séverine, évidemment que j'étais accro à Fan 2. Je sais pas si vous aussi, je vous explique. On va faire un Fan 2 2.0 2024. Ce soir, à Lille. Pendant 3 heures, les plus grands artistes des années 2000 vont faire le show avec les tubes qui ont fait leur succès. Nadia, Asia,
Des artistes qui n'ont rien perdu du talent qui a fait leur succès dans les années 2000, à l'image de Billy Crawford. Pendant que les artistes font leur show, Séverine part se préparer pour le clou du spectacle. C'est son entrée sur scène complètement métamorphosée en Britney Spears et avec la chorégraphie de l'époque en prime. « 19 ans après l'arrêt de l'émission qui l'a rendue célèbre et à 47 ans, l'ancienne animatrice est toujours une véritable bête de scène. Moi, je sais que je suis bien sur scène. Pourquoi? Parce que ce que j'aime, c'est avoir le retour du public, c'est de partager des émotions, c'est de voir leurs yeux pleins d'étoiles et leur sourire jusqu'aux oreilles. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, on est peu de choses. Et si à un moment donné de nos vies, on a pu leur apporter un peu de plaisir, ben, c'est déjà beaucoup. Donc, quelque part, c'est notre récompense au quotidien. Bon, hein, je vous aime bien, mais il faut quand même que j'y retourne. Avec ses amis, Séverine Ferrer replonge dans ses souvenirs. Les spectateurs en redemandent. Et vous allez voir que l'ancienne présentatrice de Fan 2 est elle aussi très nostalgique de cette période où elle côtoyait les stars du monde entier. Je faisais le tour du monde. Là, je faisais New York. Le lendemain, je crois, 2 jours après, j'étais à Miami. Et 2 jours après, j'étais à Atlanta. Si certains ont fait le tour du monde grâce à la télévision, pour d'autres, c'est en France qu'ils ont renoué avec le succès. Le 18 décembre 1976, la France découvre sur TF1 une série qui va devenir culte pendant des générations, La Petite Maison dans la Prairie. Dans le Midwest américain, on y suit les aventures d'une famille de fermiers au 19e siècle, les Ingalls. L'héroïne, Laura Ingalls, connue pour ses dents de lapin et ses 2 tresses, a une ennemie jurée, Nellie Olson. Fille des commerçants du petit village de Walnut Grove, son caractère de peste et ses anglaises blondes font d'elle un personnage culte. Interprétée par Alison Arngrim, la jeune actrice devient dès le premier épisode une véritable star. Diffusée dans 120 pays, la série, qui durera 9 saisons, continue encore aujourd'hui de compter des millions de fans. Mais la peste préférée des Français a quant à elle disparu des écrans de télévision. Alors, qu'est devenue Alison Arngrim? Vous allez voir que depuis quelques années, elle fait un incroyable retour. Et c'est très loin des États-Unis que nous l'avons suivie dans cette aventure. Nous sommes très loin d'Hollywood et pourtant en gare de Liège, en Belgique, cette femme sur le quai est une grande star américaine. C'est beaucoup regardé, hein. Nellie Olson a perdu ses boucles blondes, mais les fans de la série La Petite Maison dans la Prairie la reconnaissent instantanément. À 62 ans, l'actrice Alison Arngrim, qui incarne à la télévision la peste que tout le monde adore détester, fait sensation où qu'elle aille. Les fans arrivent et dites-moi, mon enfance, La Petite Maison dans la Prairie, c'est mon enfance. Il y a beaucoup d'émotions connectées avec les séries et avec moi maintenant. Si Alison parle aussi bien notre langue, c'est que cela fait plusieurs années qu'elle se produit en France et en Belgique.
À ses côtés, ce n'est pas son époux, mais un ami, Patrick Loubatière. Il suit l'actrice où qu'elle aille lorsqu'ils sont en tournée. Acteur amateur, auteur, il est aussi en quelque sorte son agent. Ça fait 18 ans qu'elle fait des spectacles en France. Donc oui? les gens commencent à la connaître sans les boucles de Nelly Olson. Il y a de Français, peut-être pensent que j'habite en France, mais non. J'habite à Los Angeles, mais je suis en France pour 3-4 mois par année. Demain soir, Alison, alias Nelly, doit justement se produire dans une salle proche de Liège. Et ici, la venue de la méchante blonde de la petite maison dans la prairie est un événement. Je suis ravi de faire votre connaissance. Ah, merci. Tous les médias locaux sont en effervescence pour l'accueillir. Les gens vous reconnaissent dans la rue? Ah oui, toujours, et tout le jour. Tout le monde arrive. Excusez-moi, est-ce que vous êtes une actrice? Oui, je suis Nelly Olson. Vous reconnaissez peut-être cette musique, une musique du générique d'une célèbre série, La Petite Maison dans la Prairie, Alison Arrim. J'avais un peu peur à l'idée de vous recevoir. J'avais peur que vous soyez méchante avec moi. Non, pas de peur. Non, je ne suis pas si méchante. C'est vraiment bien de pouvoir continuer à faire vivre le mythe de Nelly Olson et de faire voir finalement que c'est une femme tout à fait gentille, agréable, etc. quoi. C'est une petite émotion quand même de rencontrer un personnage que j'ai suivi à la télé lorsque j'étais enfant. Celui qui va changer la vie d'Alison, c'est lui, Patrick Loubatière. Professeur de français à Montpellier, il décide en 1998 de consacrer un ouvrage à la petite maison dans la prairie. Une décision qui va faire basculer leur destin à tous les deux. J'ai envoyé un exemplaire à tous les acteurs aux États-Unis. Et à ma grande surprise, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des courriers ultra sympathiques de remerciements de tous les acteurs. Alison décide alors de le rencontrer en 2002. Et c'est à près de 10 000 km de chez lui, à Malibu, que va démarrer cette incroyable aventure qui dure depuis 18 ans. Quand je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte qu'elle avait une telle personnalité, une telle générosité, une telle positivité. Et je me suis dit, il faut que les Français profitent d'elle. Et donc, je lui ai lancé ce défi fou de créer un premier spectacle ensemble afin d'apporter du bonheur aux gens en les replongeant dans leurs souvenirs, dans leur enfance. Je n'imagine jamais une chose comme ça passer. Non, c'est incroyable. Pour jouer la comédie en France, Alison apprend notre langue en quelques mois. Pari gagnant, car ses 2 premiers spectacles sont un succès. Nelly Olson enflamme les années 80 et la 3e création d'Alison et Patrick. C'est dans la ville de Chaudfontaine, située à environ 10 minutes de Liège, qu'ils joueront demain soir. Magnifique! Waouh! Tu as vu ça un petit peu? It's fantastic. Magnifique! Non, c'est très bon, c'est très la petite maison dans la prairie. N'est-ce pas? Ouais. Chevaux, poussière et baraques en bois, ici l'actrice américaine est plongée dans le décor de la célèbre petite ville de Walnut Grove où se déroulait l'intrigue de la série. C'était où Walnut Grove? En fait, c'était tourné où aux États-Unis? Il y a un vrai Walnut Grove en Minnesota, bien sûr. Mais pour le tournage, c'est Simi Valley, Californie. Situé à 3/4 d'heure de Los Angeles, ce plateau typique du Midwest américain, Alison ne l'oubliera jamais. Elle a 12 ans lorsqu'elle le découvre et y tournera pendant près de 7 ans. Junior, do you want a photo? Yes, you do. Yes, hello, just photo. Hi, you're very pretty. Yes, you're very sweet. Yes, good. Demain soir, c'est dans cette salle de 250 places qui affiche complet que le spectacle aura lieu. Oh, very good. Oh, yes. Génial. Oh, c'est bien. The red, white and blue. Yes. This is very good. Yes. En 1981, lorsqu'elle quitte la série à la fin de la 7e saison, Alison a du mal à rebondir. Son personnage de peste lui colle à la peau et les rôles se font rares. 1, 2, testing. 1, 2, 3. C'est finalement sur les planches qu'elle aura une carrière plus confidentielle. Mais ça, c'était avant de connaître le succès en France. Mariée depuis 31 ans au musicien Robert Paul Schonover,
Ils n'ont pas eu d'enfant. Alison peut donc quitter facilement les États-Unis plusieurs mois par an. Maintenant, j'ai une complète autre vie en France, une autre carrière complètement en France. C'est absolument extraordinaire, incroyable. La semaine dernière, on jouait près de Strasbourg et on a eu plusieurs personnes allemandes qui sont venues voir le spectacle, qui ne comprenaient absolument pas le français, qui ont assisté pendant 2 heures à un spectacle sans rien comprendre, juste dans le but de rencontrer Alison Andry. Le succès de la série s'explique aussi par l'incroyable amitié qui lie les différents acteurs. Alison est par exemple restée très proche de Melissa Gilbert, qui interprète le rôle phare de Laura Ingalls. Et ce soir, elle reçoit l'appel d'un autre membre du casting. Dean Butler, alias Al Manzo, le mari de Laura à l'écran. Inséparable depuis 45 ans, il prend toujours de ses nouvelles à l'approche d'un spectacle. Nous sommes comme des cousins. On se connaît, on se respecte, on compte les uns sur les autres. Nous avons une relation unique. Et sur le plateau de la petite maison dans la prairie, tous savaient que le rôle de la méchante était en fait un vrai rôle de composition pour Alison. Suis-je différente de Nelly Olson? Ah mon Dieu, oui. Alison était le ciment de notre troupe. Elle accueillait tous les nouveaux à bras ouverts dans la famille de la petite maison dans la prairie. Alison était une présence importante. Et pour quelqu'un connu comme étant la plus grande peste de la télé américaine, c'est un accomplissement. Cette année, la petite maison dans la prairie fête ses 50 ans. Et vous allez voir que sans cette série, Alison n'aurait jamais survécu au traumatisme de son enfance. J'ai expérience d'abus dans ma classe et l'abus est très avant à la petite maison. Si certains vivent toujours dans l'ombre du personnage qui les a rendus célèbres, d'autres ont misé sur leur vie de famille pour trouver l'équilibre. C'était l'une des stars d'Hélène et les garçons, le feuilleton mythique de TF1 au début des années 90. Cathy Andrieux y incarne un personnage qui porte le même prénom qu'elle, Cathy. Salut Véro, moi je m'appelle Cathy. Elle est l'une des meilleures amies d'Hélène, la star du programme. En couple à l'écran avec David Proulx, alias Étienne, le beau brin ténébreux de la bande des garçons, leur idylle va même dépasser la fiction, au point par la suite de se marier et de fonder une famille. Nous sommes des héros et notre rôle est de veiller sur l'humanité. Les aventures de cette petite bande d'amis réunissent à l'époque près de 9 millions de téléspectateurs par épisode et marquent toute une génération. À 22 ans, Cathy est alors une véritable idole auprès des adolescents. Mais contre toute attente, elle plaque la série au bout de 6 mois de tournage. Il faut attendre 2015 pour qu'elle reprenne son rôle éponyme dans la série Les Mystères de l'amour, diffusée sur TMC. Oh, mais ça fait tellement longtemps. Ça fait trop longtemps. Mais alors, pourquoi Cathy a-t-elle quitté la série Hélène et les garçons en pleine gloire? Qu'a-t-elle fait durant toutes ces années? Vous allez voir que même si la comédienne a repris le chemin des plateaux depuis 10 ans, elle a en parallèle complètement changé de vie. Paris, au cœur du 18e arrondissement, nous retrouvons Cathy Andrieux. On y va? Ce matin, l'actrice de 54 ans promène Thilou dans les rues de Montmartre. Ce quartier n'a aucun secret pour elle, car c'est ici qu'elle a posé ses valises 30 ans plus tôt, lorsqu'elle est arrivée de Carcassonne, dont elle est originaire. On est arrivé à Paris, c'était exactement dans ce quartier, c'est pour ça qu'on est là. C'était le 18e. Je passais beaucoup de temps au Sacré-Cœur. D'ailleurs, je me grimpais sur les toits quand c'était pas autorisé, mais jouable. Je bouquinais des journées entières sur les toits du Sacré-Cœur. Mes amis étaient là, ma vie a commencé ici à Paris. C'est tout naturellement qu'elle a décidé d'installer son cocon familial à quelques minutes du Sacré-Cœur, dans le 9e arrondissement. Allez. Laurent, t'es là? Depuis 2017,
Cathy a élu domicile dans ce très bel appartement de 150 mètres carrés, agencé avec goût. Ici, on est très loin du décor d'une sitcom. Et pourtant, dans le couloir, se cache un petit clin d'œil à Béné d'Hélène et les garçons. Oui, c'est les dessins de Laure Guibert. Voilà, c'est tout dans le détail, très organique. J'adore ce qu'elle fait. Et s'il y a tant d'espace, c'est qu'ici, elle vit avec sa petite famille recomposée. Dans cet appartement, je vis avec mon mari et mon fils Jules, et aussi Mathis, qui a sa chambre au-dessus, mais qui vit quand même chez nous. Mère de 3 enfants, ses 2 aînés, Alice 30 ans et Mathis 28 ans, sont le fruit de son premier mariage avec David Proulx, comédien lui aussi sur la série Hélène et les garçons. C'est toi? Coucou! Elle partage aujourd'hui sa vie avec Laurent, producteur de musique avec qui elle a eu un fils de 14 ans, Jules. Mariés depuis 18 ans, le couple se souvient avec nostalgie de leur première rencontre, digne d'une comédie romantique. On s'est rencontrés par hasard à l'Élysée-Montmartre, où on allait tous les deux, on cherchait une place pour voir le concert de Kezia Jones. Et on s'est vraiment rencontrés, on s'est télescopés sur le trottoir de l'Élysée-Montmartre, voilà, en cherchant des places. Voilà, et ça a été un super concert. Et c'est à ce moment-là, en se parlant de ce que chacun faisait, que j'ai découvert qui elle était. Et effectivement, ça a allumé une lumière et je me suis dit, ah oui, Hélène et les garçons, ah oui. Ah, c'est vrai. Ah oui, ça y est, d'accord, ok. Loin de fuir devant cette annonce, Laurent devient un véritable pilier pour la comédienne. J'ai toujours soutenu dans tout ce qu'elle faisait et tout ce qu'elle souhaitait entreprendre. Je suis son premier fan, voilà. Et dans la maison de Cathy, Je peux rentrer? il y a un autre homme de sa vie. Ça va? Ça bosse. Voilà. Jules, 14 ans, avoue timidement être trop jeune pour suivre les aventures de sa mère à la télévision. Bah alors moi j'ai pas du tout regardé les séries qu'elle a fait quand Les Mystères de l'amour, Hélène et les garçons, la série que tu faisais avant, mais j'ai dû voir quelques extraits, mais je connais pas du tout l'histoire. Les Mystères tu suis pas et puis on parle d'autre chose, on fait autre chose en fait. Moi mon épanouissement il passe en étant présente pour la famille, pour mes enfants. Elle est présente? Oui. Trop. Oui. Asseyez-vous les chéris. Cet après-midi, la comédienne reçoit la visite de ses amis de toujours, Fred et Athéa. On va s'asseoir là, vous voulez quoi? Du café ou du thé? Un café, avec grand plaisir. Un allongé. Un allongé, avec ou sans sucre? Sans sucre. Sans sucre. Colocataires de Cathy dans les années 90, ils connaissent tout de sa vie. Ils ont suivi ses débuts de mannequin dans une grande agence parisienne. L'un de ses premiers shootings photos reste pour la petite bande un souvenir mémorable. Et elle a quand même commencé par faire de la lingerie, des photos de lingerie, etc., avec Cameron Diaz. Elle vous l'a peut-être pas dit, mais elle avait fait le Elle magazine avec Cameron Diaz, qui n'était pas encore actrice. Et cette fille me dit j'attends les résultats d'une audition, et c'était The Mask, le film. C'était son premier film. Elle attendait les résultats. Elle savait pas si elle était prise ou pas. Ouais. Très sympa. Mais voilà, en 1992, une opportunité se présente à Cathy qui va bouleverser sa vie et celle de ses amis. Jouer dans la nouvelle série de TF1, Hélène et les garçons. Une série qui va connaître un succès phénoménal. On a vécu, comme elle, sa notoriété en fait. Ça a été, je pense que personne ne savait que ça allait avoir une ampleur comme ça. Et donc, comme elle faisait partie des acteurs principaux du départ de cette série, en l'espace de 15 jours de diffusion, la France entière les connaissait, avait entendu parler d'eux, et tout le monde cherchait à les voir, à les rencontrer. Et c'était assez dingue, en fait, cette situation. Ils ont vécu un moment qui était... Alors nous, on le vivait par ricochet, parce qu'on était à côté, parce qu'on dînait avec eux. Alors si on voulait dîner au restaurant, si on appelait qu'il n'y avait pas de place au restaurant, on y allait quand même. Quand ils la voyaient à l'entrée, ils écartaient toutes les tables, ils mettaient une table au centre et ils nous donnaient une table. C'était à Paris. C'était devenu assez dingue. La notoriété a été aussi très brutale pour moi, parce qu'on n'a pas eu le temps d'être préparé à tout ça. Pour Cathy, la pression est trop forte et au bout de 6 mois de tournage, elle décide de jeter l'éponge et quitter la série.
Vous allez voir que 30 ans plus tard, elle garde toujours un souvenir traumatique de cette période. Moi, j'ai un souvenir d'être dans une cabine téléphonique avec plein de jeunes autour qui tapent sur la cabine. Et c'était, j'ai un souvenir de panique totale. Si certains ont eu du mal à vivre la notoriété, d'autres ont carrément fait une croix dessus. En 1984, débarque sur TF1 HIP HOP, une émission qui va complètement bouleverser le paysage audiovisuel. Présentée par Sidney Dutheil, alors âgé de 29 ans, et premier animateur noir à la télévision française. Unique en son genre, ce programme convie tous les dimanches sur son plateau de jeunes artistes de la street culture. Même Madonna y a fait sa première télé en France. I'll sing Holiday, but I'm not here on Holiday. Le succès est tel que toute la jeunesse s'identifie à Sidney. Mais contre toute attente, il décide d'arrêter l'aventure au bout d'1 an. Il quitte le petit écran pour ne jamais y revenir. 40 ans plus tard, qu'est-il devenu? Quels souvenirs garde-t-il de son expérience télé? Pour le savoir, nous sommes allés à sa rencontre et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a toujours le hip-hop dans le sang. C'est loin du bitume parisien, dans l'Oise, que nous retrouvons Sidney Dutheil, 68 ans. Comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ce matin, il rend visite à Sandrine, sa disquaire préférée. Tu viens tout va chercher bien. des pépites? Comme d'hab, on a besoin de choses, ça a toujours t'as des choses... Car 40 ans après l'arrêt de l'émission HIP HOP, l'ancien animateur est toujours aussi fan de musique. Le jazz, obligé, Michel Legrand. Après son passage éclair sur TF1, Sidney a disparu du petit écran. Pour autant, il n'a jamais quitté l'univers du hip-hop. Et depuis une trentaine d'années, il est un DJ très demandé dans les soirées branchées de la capitale. Quand la télé s'est arrêtée, j'ai dit tiens, je vais retourner dans ce que je sais faire d'abord et ce que j'aime le plus faire, mixer. Voilà, faire des soirées et tout ça. Donc je suis retombé dans ce que j'aimais tout à fait naturellement depuis maintenant, ça fait une trentaine d'années. Grâce à la télévision, il est devenu une véritable icône de la street culture et a conservé son public. Des nostalgiques de la première heure, comme Sandrine par exemple. Yes, yes. T'as fait ton choix? C'est pour moi tout ça. Ok. C'était une belle époque. L'insouciance. Et ouais, tous les dimanches devant la télé, quoi. À danser. Âgé de 29 ans au moment du lancement de l'émission, le jeune animateur est à l'époque très vite dépassé par l'engouement du public. Avant de faire HIP HOP, j'habitais à Saint-Denis, carrément en face de la mairie. Mais du jour au lendemain, première diffusion de l'émission au 14 janvier 1984, je ne pouvais plus sortir chez moi. Je ne pensais pas que j'allais devenir célèbre comme ça du jour au lendemain. Ça m'a un peu stressé. Le succès contraint Sidney à déménager très loin de sa cité natale, à la campagne, à Beauran-sur-Oise. Mais si l'émission s'arrête après 43 numéros, la notoriété qui en découle lui permet tout de même de s'offrir cette grande maison d'environ 250 mètres carrés. Yes! Eh ben, bienvenue chez moi, bienvenue à la maison, chez The Sidney Home. Yeah. Tu vois ça? Ça, c'est la vie. C'est la plus grande des richesses. Mec, un mec qui me pirate mon compte en banque, c'est pas grave. Ça, tout est classé dans l'ordre alphabétique. Tu vois? Par exemple, là, c'est la lettre B, A, B. James Brown, le double album The Payback, ma man. Son trésor compte près de 7000 vinyles. Bon, là, on arrive dans le salon. Voilà, le salon. La déco, j'y ai pas le droit. Là, c'est la déco, là, c'est madame, tu vois. Ouais, madame. Bon, moi, j'ai quand même 2-3 trucs, tu vois. J'ai eu droit à une petite touche hip-hop, quand même. En réalité, voilà. Les vestiges de ces années hip-hop, c'est à la cave que Sidney doit aller les chercher. Ce qui reste,
Bon, bien sûr. Ça, voilà, ça c'est une paire authentique, tu vois. Celle-là, quand t'es comme ça, on se demande pas qu'est-ce que tu fais là, on sait que t'es dans un trip, quoi, spécial, tu vois. Alors ça, voilà. Faut la porter. Mais ce dont il est le plus fier, c'est ce blouson qu'il a rendu célèbre dans les années 80. Le blouson, authentique blouson de Michael Jackson. Yeah. Bon, en agneau pur, cuir. Je l'ai mis sur le plateau là, à l'époque. Et derrière ce look funky qui a séduit les jeunes dans les années 80, se cache aujourd'hui un bon père de famille. Ah, mais c'est ma vie qui est là. Alors, c'est ma femme, Peggy. On a fait un beau produit avec mes chansons. La prunelle de nos yeux, Marcus. Là, c'est le jour de notre mariage, voilà, avec ma femme. On est ensemble déjà depuis plus de 25 ans. Discrète, Peggy préfère rester éloignée des caméras. Comptable, cette ancienne danseuse est d'ailleurs aujourd'hui au travail. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Entre, mon petit Phil. C'était le rhum ou les gâteaux? T'as eu raison. Phil, c'est Phil Barnet, chanteur crooner des années 80. Mais aussi ce que le public sait peu, un rappeur. En pleine tournée Star 80, Phil Barnet a profité d'une pause pour venir voir Sydney, son vieux copain. Leur amitié est sincère. Et pour cause, Phil a été l'un des seuls à ne pas tourner le dos à Sydney lorsque les caméras de télévision se sont éteintes. Quand l'émission s'est arrêtée, le téléphone a arrêté de sonner aussi. Ça, c'est assez navrant. C'est le truc qui m'a touché le plus, d'ailleurs. Hein. C'est pas d'arrêter la télévision. C'est surtout l'amitié profonde que j'avais avec certaines personnes. Du jour au lendemain, toi, tu bosses plus à la télé. Eux, par contre, ils continuent à y bosser. Et que si j'avais manqué de crever de faim, bah, je viens taper à leur porte, t'as plus personne qui t'ouvre. Parce que les vrais potes, ils ne lâchent jamais, quoi. C'est comme ça. Les amis, par exemple. Mais Sydney, c'est une amitié sincère et pure depuis toutes ces années. J'adore voir sa gueule, en plus, ça m'éclate. C'est quelqu'un de très, très positif, voilà, qui est toujours souriant. Si Phil Barnet et Sydney se retrouvent aujourd'hui en studio, c'est que les deux papis du funk ont pour projet de remonter très bientôt ensemble sur scène. Travaillant en tant que DJ ou musicien, c'est vraiment ce qui a permis à Sydney de bien gagner sa vie. Car ce n'est pas avec ses cachets à la télévision qu'il roulait sur l'or. C'est ma voix, en plus. Je gagnais 250 € par émission, quoi. Et je travaillais jour et nuit parce que je préparais les bandes-sons, la post-production, la post-prod. Je gagnais vraiment, je veux dire que dalle, quoi. Parce que vu les heures de travail que je passais à préparer les musiques, les voix off, toute la post-prod et tout, on comptait pas. Mais c'était pas grave parce que quand on faisait l'émission, on voulait amener cette culture hip-hop à la télé, coûte que coûte. Je dis souvent que quand je me suis arrêté, c'est là que j'ai commencé à gagner de l'argent. Aussi, c'était pour parler finances. Parce que là, j'ai pu partir en tournée, j'avais le temps. Et voilà, donc là, j'avais un agent. Et là, j'ai pu, oui. Tu te consacrais à ton spectacle, tu n'avais plus besoin Voilà. Le spectacle m'a pu se rapporter, si c'est pour parler finances, uniquement. Même si Sydney vit loin des projecteurs depuis des décennies, vous verrez que le monde des médias est très loin d'avoir oublié cette icône du hip-hop. Oh la vache. T'es entré? Oh là Comment tu vas? Une légende. Et il n'est pas le seul à être resté une légende dans le cœur des jeunes. Dans le 10e arrondissement de Paris, Les joies de Paris et ses klaxons, à tout va. nous retrouvons Séverine Ferrer. Ah, faut rester zen, hein, je te le dis, moi. Aujourd'hui, l'ancienne animatrice a rendez-vous au cœur de la capitale avec deux de ses meilleurs amis. On frappe, non? Coucou, c'est Drag Race. C'est nous. C'est Tata et Tati. Puis il fait froid. C'est les tantines. C'est Yvonne
casser ma porte? Non. Bonjour, mesdames. Magloire et Guillaume Mélanie sont des amis de toujours. Le trio s'est rencontré à la fin des années 90, lorsque Séverine était une toute jeune animatrice. Ça va, mes amours? À l'époque, Magloire était chroniqueur sur l'émission Le Morning Live et Guillaume animateur pour Fun TV. Aujourd'hui, ils se voient moins souvent, mais leur amitié est intacte. Bon, allez, des gâteaux. Pas trop. C'est donc avec ces deux complices que Séverine va se replonger dans les meilleurs moments de l'émission qui a fait d'elle une star. Bon, vous êtes prêts? Allez, Ce générique. les étoiles et les cœurs. Écoute ça. A commencé par son tout premier plateau en 1997. Ça me ramène à une Alors, époque. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans Fan 2, le magazine qui vous révèle tout ce qu'il faut savoir sur les stars du moment. Oh, la petite pitchounette. Là, c'est les débuts, non? C'est le premier. 15 février 1997. Quelle est la recette de leur succès? Où trouve-t-il une telle énergie? Fan 2 a mené son enquête. Je trouve ça mignon, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est pas moi. C'est vrai? Tu sais, je regarde cette jeune fille, je me dis, wow, elle est péchue, elle est dynamique, elle est mignonne. Depuis toujours, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais, mais tu sais, j'ai évidemment des souvenirs de tout ça, mais ça me paraît tellement loin et tellement fou, ce que j'ai vécu. Surtout que rien ne l'a prédestinée à vivre ça. Alors actrice, Séverine a 20 ans lorsqu'elle est repérée par la chaîne dans la série Studio Sud. Choisie pour incarner l'image de Fan 2, l'émission qui s'adresse à la jeunesse va alors complètement bouleverser sa vie. New York City avec les tours derrière. Fan 2, aujourd'hui une émission spéciale. Je faisais le tour du monde. Là, je faisais New York. Le lendemain, je crois, 2 jours après, j'étais à Miami. Et 2 jours après, j'étais à Atlanta. Diffusée le samedi matin sur M6, cette petite émission va réussir à attirer toutes les stars internationales. Et pendant 8 ans, Séverine est donc payée pour sillonner le monde entier, à la rencontre de Lou Bega, les TLC, Christina Aguilera, Donc votre succès ressemble, on le verra tout à l'heure dans le ou reportage, encore Beyoncé. à un véritable conte de fées. Moi, mais j'ai eu le job le plus beau du monde. C'est-à-dire que j'ai gagné ma vie super bien. Et en tout cas, peut-être moins bien que d'autres, mais ça me suffisait. Pour l'époque, c'était combien? Ah bon, je sais plus, mais j'étais, je pense, une des moins bien payées. Ah, tu crois? Non. Tu crois? Ah ouais, moi je pense, moi. Séverine était peut-être la moins payée des animateurs M6 de l'époque, mais elle a eu le privilège de rencontrer l'une des plus grandes stars de la planète, Britney Spears. Alors il y a beaucoup de garçons, t'imagines bien, qui sont amoureux de toi et qui se demandent si tu es un petit ami en ce moment. Sur ces images, Séverine semble un peu mal à l'aise. Car ce jour-là, la jeune présentatrice a une consigne claire de la chaîne, revenir avec le scoop du siècle. Stéphane aimerait que tu parles de cette rumeur qui court en ce moment entre toi et le prince William. Je ne veux vraiment pas en parler, cela fait partie de ma vie privée. Et ce qui a été très difficile sur cette interview, et on n'a pas idée, c'est que moi, derrière, on m'avait dit, il faut que tu fasses sortir le scoop du prince. Et j'étais obligée de dire la question, parce que si c'était que moi, je n'aurais pas sorti cette question. Je n'aurais jamais osé. Ouais. Mais j'avais en l'occurrence, là, j'avais une pression parce que je devais la poser. Cette interview reste l'une des plus marquantes de sa carrière. Alors, lorsqu'en 2007, Britney craque et se rase le crâne devant les caméras du monde entier, Séverine est bouleversée. Devant ces images, l'émotion reste intacte. C'est vrai que quand tu vois ces images, je trouve ça extrêmement touchant. Tu l'as bien aimé, elle, hein? Ouais. Ah, oh. Oui. Grave. Oui. Mais non, parce que. Oui, elle t'a touché. Ah, j'arrête de pleurer. Elle t'a touché. Mais non, mais parce que c'est une fille comme moi. Oui. Et je supporte pas de voir les gens souffrir, quoi. Et je pense qu'elle a beaucoup souffert. Et franchement, je te jure, quand j'ai vu ça, moi, les images, elles m'ont retourné. Quand je l'ai vue, tu sais, et puis à un moment de rage, elle prend le rasoir. Ah, c'est ça que vous voulez, je vais vous le donner, moi, ce que vous voulez. Et je trouve que c'est tellement un signe de détresse. En fait, après ce que j'ai vécu, tout ça, je suis pas copine avec elle et
Mais on a eu quand même quelque chose de très fort. Et j'ai vu l'âme de cette fille, un petit peu, une juste mesure, un tout petit bout. Et je pense qu'elle ne méritait pas ça. Donc oui, ça me fait de la peine. En 2005, la carrière de Séverine est à son apogée. Elle est une véritable idole des jeunes. Pourtant, elle rêve de reprendre la comédie en parallèle de son métier d'animatrice, ce que la chaîne ne voit pas d'un bon œil. C'était comme les vieux couples, à un moment, il a fallu qu'on se sépare. On n'était plus d'accord, on n'était plus sur la même route, on n'était plus sur la même longueur d'onde. Et moi, de la chaîne, là. De la chaîne. Et moi, j'avais envie d'être comédienne. Et à un moment, voilà, j'ai décidé ne plus être un bon petit soldat. Et j'ai décidé de m'écouter, d'écouter mon cœur. Depuis l'arrêt de Fan 2, Séverine s'est surtout illustrée sur les planches. Elle a plus de 10 pièces à son actif. Seul un projet qui a du sens pourrait la faire revenir à la télé. Ça vous manque la télé? Pas du tout. Hein, ça se voit? Mais dis pas ça, ils vont pas t'appeler. Ah oui, non. Moi, je milite pour qu'on la remette devant l'écran, parce qu'elle apporte tellement de bienveillance, de sympathie. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des filles, des femmes, qui ont besoin d'entendre sa voix. Vous allez voir que justement, aujourd'hui, c'est sur scène que Séverine s'engage pour les femmes qui souffrent. Et pour la première fois, elle ouvrira son cœur et nous livrera ses blessures personnelles. Pendant plusieurs années, j'ai occulté ce qui m'était arrivé. Et je ne me souvenais plus. Et si certains ont traversé des drames au cours de leurs années de gloire, d'autres ont vu leur vie prendre une incroyable tournure grâce au succès. En Belgique, nous retrouvons Alison Arngrim, 62 ans, toujours accompagnée de son ami Patrick Loubatière, qui lui sert d'agent en France. Ils sont en route pour la représentation qu'ils donnent ce soir à Chaudfontaine, située à quelques kilomètres de Liège. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon. C'est pour voir Nelly Olson en chair et en os que ses fans ont acheté leur place. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que 50 ans plus tôt, ce personnage de peste a en réalité sauvé Alison. Pour moi, c'est un grand change dans ma vie parce que j'étais timide. Avec Nelly, je trouve la confiance. Car dans le privé, Alison est en réalité une petite fille brisée. Violée avant ses 12 ans par son grand frère, elle trouve sur le plateau de la petite maison dans la prairie une véritable famille qui la soigne de ses traumatismes. C'est l'expérience d'abus dans ma classe. L'abus est très avant, à la petite maison dans la prairie. Et l'atmosphère de la petite maison dans la prairie, le site de tournage, très supportif. Tous les acteurs de l'équipe, protéger les enfants, supporter les enfants. C'est très bon un moment pour moi. Expérience en place, un environnement avec personne comme ça, si responsable et gentil. Le succès que connaît le personnage de Nelly a permis à Alison de ne pas s'effondrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'à 62 ans, elle continue d'aller chercher l'amour du public. D'ailleurs, à l'extérieur, ils sont venus de loin pour la voir. Certains sont même costumés pour l'occasion. Ce soir, on est venu de Paris pour voir Nelly Olson, une actrice. J'adore son personnage de garce, on va dire, alors que dans la vraie vie, elle n'est pas du tout comme ça. C'est émouvant de rencontrer quelqu'un d'il y a très longtemps, que je regardais à 6, 7, 8 ans, et j'en ai 35 maintenant, donc voilà, c'est toutes les séries d'enfance. Allez, go, on ouvre, c'est parti. 20h, à l'intérieur, la salle commence à se remplir. Pour 25 €, les fans de la série auront droit à 2 heures de spectacle sur le thème des années 80 et de la petite maison dans la prairie. Mesdames et messieurs, Alison Arngrim. Étonnant, c'est sur un titre bien français que l'actrice américaine fait son apparition sur scène. Les Français ont une chanson de fou. Le concept du spectacle,
associer des tubes typiquement français des années 80 aux personnages de la série culte. Alors, on va un petit peu se calmer. On va mettre un petit peu de tendresse pour la chanson de Laura. Petit rien du tout, mais dans moi. Allez, on passe au Dr Baker. Oh, Dr. Baker, c'est facile. Dorothy. Docteur, j'ai besoin de votre aide, docteur. C'est un mal qui m'obsède, docteur. Le public nostalgique est conquis, surtout lorsque sont diffusés sur scène des extraits de la série. Tu n'as pas fait exprès de mentir? Oh, bien sûr que non. Et tu voudrais que je croie ça? Clou du spectacle, entonner tous ensemble le générique mythique de La Petite Maison dans la Prairie. Bravo, mesdames et messieurs. C'est une standing ovation pour Allison. Mais pour l'actrice, pas le temps de souffler. Place maintenant à la séance de dédicace. Bonsoir Allison, bravo pour le spectacle merci et pour le français. C'est pour Christophe. Moi, j'ai fait beaucoup de kilomètres pour voir Nelly Olson. J'habitais à Montpellier et puis là, je suis venu en Belgique pour la rencontrer. Il a la fan qui vient de Belgique pour le spectacle en France, de France pour le spectacle en Belgique, de Suisse et de tout le monde. Et même Pérou. Bouquet, chocolat. Ses fans gâtent Allison et certains lui réservent même de drôles de cadeaux. J'ai eu 2 naissances il y a 2 mois. Donc, celui-ci, je l'ai baptisé Patrick. Allison, ça suffit, hein? Oh, voici Allison. Allison, tu peux repartir à Walnut Grove avec le poulet. I can take him to Walnut Grove. She's very cute. Yes, he's walking for my photos. Tu vois, il a mis les chaussettes comme ça. Oh, c'est mignon. Non. La première fois, quelqu'un prend le poulet à le spectacle. Ah oui, pour un cadeau. On a toujours des surprises dans les séances de dédicaces. Mais alors là, qu'on nous amène des poulets nommés Allison et Patrick, séance de dédicaces, là, je me dis, là, mais c'est juste... C'est pas possible, c'est pas vrai, là. Pince-moi. C'est pas un rêve. Non, c'est vrai, c'est vrai. Face à l'amour de ses fans belges et français, Allison Arngrim n'est pas près d'arrêter de surfer sur la vague du succès de La Petite Maison dans la Prairie. Car vous verrez que pour elle, le rôle de Nelly est vraiment celui d'une vie. Je ne réalisais pas à ce moment et changé ma vie complètement, immédiatement à 7 secondes. Et si certains sont devenus de véritables stars internationales, d'autres ont décidé de lever le pied face à l'engouement du public. Nous retrouvons la comédienne Cathy Andrieux dans le quartier du Marais, à Paris. Ce matin, elle a rendez-vous avec une amie très spéciale. Ça va? Ça va. Alors? Bah écoute, tout va bien? Laure Gilbert, alias Béné, dans Hélène et les garçons. Pas mal là, non? Une amitié longue de 30 ans. On a une relation qui est très authentique, toutes les deux. De toute façon, sinon, on ne se serait pas trouvés. On se retrouve quand on se ressemble. Et puis en plus, il y a un côté assez cash dans Cathy. Je te confirme. Les deux amis vont replonger dans leurs souvenirs communs, à commencer par la toute première scène de Cathy dans la série. Et je crois que c'est la première scène. Elle n'a alors que 22 ans. C'est une hallucination ou ça existe vraiment, des trucs comme ça? À l'époque, elle est mannequin et elle n'a jamais joué devant une caméra. Et je suis morte de trouille. Je crois qu'on entend mon cœur en régie. Déjà, tu t'es pas évanouie? Je me suis pas évanouie. Nous sommes des héros et notre rôle est de veiller sur l'humanité. Étienne, Nicolas, Cricri.
Nous avons compris que vous aviez besoin de nous. Alors, ils n'ont pas changé. Pas du tout. Même moi, regarde, on me reconnaît. Salut Véro. Moi, je m'appelle Cathy. C'est super touchant, je trouve. On Moi, était j'ai des beaucoup de bébés. tendresse à cette époque, en fait. On était des bébés. Ouais. Le concept de la série, suivre les aventures amoureuses d'Hélène et de ses copines. Et pour former des couples crédibles à l'écran, Jean-Luc Azoulay, le créateur de la série, a une idée de génie. Jean-Luc nous a convoqués, Hélène Rochelle et moi, en disant maintenant vous choisissez vos partenaires. Donc on a vu voilà, des comédiens passer comme ça. Et puis moi j'ai dit voilà, moi j'aimerais bien avoir David Proulx. Voilà, et puis chacune a choisi son partenaire de jeu. C'était déjà mythique à l'époque. Il avait tout compris, Jean-Luc. David Proulx se voit donc attribuer le rôle d'Étienne, le petit ami de Cathy dans la série. Ta base, c'est quoi? Ah, c'est une Fender aussi. Ah bon, quelle année? 88, tu t'y connais? Non, pas du tout. Sur le plateau, tout de suite, ça a matché. Déjà, je l'avais choisi, moi, donc forcément, il devait y avoir quelque chose il y avait un écho quelque part. Puis voilà, les premiers bisous, et puis après les premiers bisous, voilà, il se passe quelque chose, une affinité, et on était ensemble. Mais pour le jeune couple, travailler 24 heures sur 24 ensemble n'est pas simple. Et c'est vrai que c'est difficile, de façon générale, de travailler avec son amoureux, et de travailler 15 heures par jour ensemble, bosser les textes le soir ensemble et vivre ensemble, c'était beaucoup. D'autant qu'à l'époque, le rythme de travail est effréné. Chaque jour, les acteurs doivent tourner un épisode de 26 minutes. On avait les textes la veille, on avait en moyenne 20 à 26 pages à apprendre et on tournait de 8h à... suivant les jours. C'était très long et on bossait 5 jours sur 7. C'était quoi les cachets en fait qu'ils vous donnaient à l'époque? Combien on touchait en cachet? Alors ça, je ne sais plus du tout. Puis j'ai pas du tout envie de parler de ça. Selon nos sources, les acteurs touchaient 4 000 francs par jour, soit environ 900 €. Un salaire à la hauteur de l'énorme succès de la série. En l'espace de quelques semaines, elle devient un véritable phénomène de société. Les jeunes de la France entière se passionnent pour les aventures d'Hélène et de ses amis. Personne ne pouvait s'attendre à un tel succès. Tous les soirs, il y avait 6 millions de personnes qui nous regardaient. 6 millions. C'est hallucinant, aujourd'hui c'est fini tout ça. Il y a tellement de chaînes, c'est juste impossible. 6 millions. On s'est retrouvés, mais submergés en fait. Submergés dans quelque chose pour lequel on n'avait pas été préparé, qu'on ne connaissait pas. Moi j'ai un souvenir d'être dans une cabine téléphonique avec plein de jeunes autour qui tapent sur la cabine. Et c'était, j'ai un souvenir de panique totale. J'appelais quelqu'un en disant « Viens me chercher » parce que j'ose pas sortir, je ne sais pas ce qui va se passer. Et j'ai des souvenirs comme ça de peur. Hein. La notoriété, j'ai pas supporté. Alors, après avoir tourné seulement 70 épisodes, Cathy décide de quitter la série. Un départ qui, à l'époque, l'a particulièrement bouleversée. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Alors là, c'est la dernière scène. Et là, ce jour-là, je suis pas bien du tout, je suis malade. J'ai plus de 42 fièvre. Je repars dans le midi. Je pense que psychologiquement, quand même, émotionnellement, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas été évident, en fait, ce départ qui a été très rapide, où du jour au lendemain, on avait passé quand même 6 mois avec une équipe, une famille, où on passait nos journées ensemble et nos soirées, et du jour au lendemain, on ne voit plus personne. Donc c'est un vide gigantesque qui s'est fait pendant quelques temps. Et après, voilà, la vie a repris, mais ça, c'était pas évident. Hélène et les garçons prend fin en 1994, mais la série devient culte pour toute une génération. Alors, en 2011, Jean-Luc Azoulay décide de faire reprendre du service à ses anciens acteurs dans Les Mystères de l'amour. Cathy en fait partie. Oh, Cathy! Venez, mais je suis trop contente! Seule condition pour l'actrice, ne plus former de couple à l'écran avec David Proulx, alias Étienne, dont elle est divorcée depuis plusieurs années.
On a dit à Jean-Luc, ok, mais chacun a son couple. Non, on n'avait pas du tout envie de recréer ça et nos enfants non plus. Et contrairement à avant, dans les mystères de l'amour, les intrigues ne sont plus à l'eau de rose. En 2021, son personnage de mère de famille va même se retrouver au cœur d'une histoire d'amour à trois. Finalement, c'est assez moderne, hein, mais tant mieux. Moi, je suis à fond pour ça. Il faut montrer tout ça aussi. Et surtout, moi, sur l'homosexualité et tout ça, moi, je suis très contente d'avoir défendu tout ça. Cathy est aujourd'hui heureuse d'avoir renoué avec son métier de comédienne. Mais vous verrez qu'entre l'arrêt d'Hélène et les garçons et les mystères de l'amour, elle s'est lancée dans un projet de vie pour le moins surprenant. Le métier d'archi, il me plaît beaucoup dans le côté créatif, dans le côté challenge, dans le côté travailler avec des artisans. J'adore les artisans. Si certains ont fait vibrer le cœur des adolescents pendant des années, d'autres, eux, les ont fait danser comme jamais. Au cœur de la capitale, nous retrouvons l'ancienne star d'HIP HOP, Sidney Dutheil. Ce matin, il a rendez-vous avec son vieil ami Laurent Petit-Guillaume, qui anime une émission sur France Bleu. Ils se connaissent de la grande époque des radios libres au début des années 80. T'es entré? Comment tu vas? Une légende. Car avant de révolutionner la télé, Sidney travaillait lui aussi sur les ondes. Eh bien, tu n'as pas changé, hein, comme dit la chanson. Toi non plus, tu gardes la forme, fais du sport et tout. Un peu, je cours un peu. Mais quand les caméras se sont éteintes, Sidney se souvient avec tristesse que le monde de la radio lui a aussi tourné le dos. Je me suis dit, si la télé refait pas d'émission, je me suis dit, bon, bah alors, on va refaire de la radio, on va repartir, tu vois. Et toutes les radios m'ont, je ne vais pas dire fermer les portes au nez, mais ils m'ont tous bien reçu. Hein. Ils m'ont offert le café et puis ils m'ont tous dit bien au revoir. C'est bon, quoi. C'est marrant, c'est comme ça. Sidney a raccroché le micro bien malgré lui. Laurent, lui, continue. Et c'est ensemble qu'ils vont se remémorer les meilleurs moments de cette émission devenue culte. Allez. À commencer par le fameux générique qui a fait danser toute une génération, composé par Sidney lui-même. On fait de belle musique là. Hein. Moi, ce que j'aime, c'est les pins. C'est les trucages. Ouais. L'incruste derrière. Diffusée tous les dimanches à 14h20, l'émission au petit budget est réalisée avec les moyens du bord. Pourtant, elle a révolutionné le paysage audiovisuel et a fait tourner la France entière sur le dos pendant un an. C'était vraiment la découverte d'une culture, une ouverture folle. Mais en plus, ce qui avait justement génial, c'est qu'on voyait petit Mohamed, Mamadou à la télévision, qui était là en train de smurfer. Toute cette génération s'est identifiée à ce que je fais. En fait, à partir du moment où tu fais un programme qui correspond à une génération qui se dit on ne nous montre jamais ou on ne nous entend jamais, ça marque à vie. Cette émission qui cartonne auprès des jeunes attire même dans son public des adolescents qui deviendront par la suite de véritables stars. J'ai eu dans le public ces jeunes qui avaient à l'époque 10, 12 ans et qui effectivement sont devenus des stars, comme Joey Star, Stomy Bugsy. À l'époque, le succès est tel que Sidney reçoit rapidement de nombreux courriers de jeunes fans. Je recevais plein de dessins. Bien, trop bien, des petits dessins. Je recevais des courriers, là. L'équipe avec laquelle je travaillais, ils m'ont dit, longtemps après, ils m'ont dit, mais tu sais, t'avais pas que des bonnes lettres. les très mauvais, c'était genre, si vous continuez à laisser cet animateur noir à la télé, je regarderai plus TF1. Le prix à payer pour être le premier animateur noir à l'antenne au début des années 80. Il faut savoir que quand on a commencé à me dire « Mais vous savez, vous êtes le premier black à l'antenne », c'est les journalistes, c'est la presse qui, longtemps après, me dit « Vous savez, vous étiez le premier noir ». J'en avais pas du tout conscience, quoi. C'est pas un truc qui me touchait. Je faisais mon métier d'animateur. J'étais déjà animateur radio, après radio et télé, et je faisais mon boulot, mon job. HIP HOP restera surtout gravé dans l'histoire du PAF pour avoir été la première apparition en France d'une jeune débutante venue tout droit de New York, une certaine Madonna. Madonna, tu es ici en vacances? No,
And you sing for holiday? I'll sing holiday, but I'm not here on holiday. All right. Tu connais les paroles. It could be so nice. Phénoménal. Après, ce qui est devenu Madonna aujourd'hui, c'est historique, c'est légendaire, il n'y a pas plus, c'est la reine. Et c'est toujours la reine. Mais non, c'est mignon de voir ça. C'est trop mignon. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on la passe ou pas? Parce que c'est pas hip-hop, la chanson. Elle est une belle chanson, mais c'est plutôt dance. Ouais. Et c'était pas l'image de marque de l'émission. Mais on s'est dit, on le fait quand même. 40 ans plus tard, Madonna est devenue une star planétaire. Sydney, qui lui a offert sa première télé française, a aussi ouvert la voie à de nombreux artistes grâce à son émission unique en son genre. C'était une première, c'était un événement à l'époque, et puis ça s'est refermé. Mais en tout cas, ce qu'elle a défendu comme valeur existe toujours, et ça, c'est le principal. Tu m'invites? Bon, il n'y a pas de problème, je t'appellerai. Hein. Loin de la télévision, Sydney n'a rien perdu de son amour pour le hip-hop. Et vous verrez qu'aujourd'hui, sa mission est de transmettre cette passion au plus grand nombre. Et franchement, j'ai commencé à danser grâce à lui. Le dimanche, à la télé, hip-hop. Voilà, pour moi, c'est... voilà. Histoire. Si certains continuent de faire danser leurs fans de la première heure, d'autres ont fait le choix de leur proposer quelque chose de complètement différent. Dans les Yvelines, nous retrouvons Séverine Ferrer de Bon Matin en pleine séance de torture. Bien les jambes ensemble, les bras tendus. Je te déteste déjà. Ouais, je sais. C'est la première fois que tu fais une interview dans ce sens-là. Je pense. Enfin, quoi qu'avec Fun 2, j'ai tout fait. Donc... je pense que j'ai dû faire un plateau comme ça, tu vois. C'est sympa, hein? À 47 ans, l'ancienne animatrice de Fun 2 fait du pilate une fois par semaine avec Bess, ancienne danseuse du Lido. Car entre l'animation de spectacle et le théâtre, garder la ligne est essentiel pour Séverine. Quand je suis sur scène, j'ai besoin d'être bien aussi à l'aise avec moi-même pour pouvoir me mouvoir comme il faut, pour pas me poser de questions, pour pas me dire « Oh là là, je vais avoir un bourrelet qui dépasse, je vais pas être bien ». Mais bien qu'elle ne veuille pas prendre du poids, Séverine sait qu'elle ne peut pas lutter contre le temps qui passe. Une réalité qu'elle prend avec philosophie et humour. Mais non, parce que tu sais, c'est horrible. Les mecs me rencontrent et me disent « Oh, vous étiez mon fantasme ». Je fais donc, en fait, je suis votre vieux fantasme. Ils me disent « Non, mais non, encore aujourd'hui aussi, je suis c'est ça. » Et quand je vois les images de Fan 2, je me dis « Mais c'est pas possible. J'avais pas un pet de graisse. Maintenant, j'ai des blessures de guerre, j'ai des vergetures de mes enfants, mais j'en suis fière. » 11 heures, pas le temps de traîner. Bon, merci ma Bess. Bah, merci à toi. Bisous, bonne journée. Direction à présent le centre de Paris, où Séverine a rendez-vous pour une répétition. Une vie à 100 à l'heure, pourtant sa casquette de maman n'est jamais bien loin. Oui, mon amour. Je suis sur la route, je vais à ma répétition. Bisous. Bisous. Allez, je vous embrasse, tu penses à moi, tu m'envoies de l'énergie, je t'aime. Maman de 3 garçons, âgés de 24 à 8 ans, ils sont la prunelle de ses yeux. Alors, pour les protéger, elle les tient éloignés des caméras. Le métier que je fais, je n'ai pas à leur imposer, évidemment, tout ce qui va avec. La vie de quelqu'un de public, avec ses aléas et puis ses avantages, ses inconvénients. Ainsi, en 23 ans de mariage, elle ne s'est affichée qu'une seule fois avec son mari, Frédéric. Et ce, uniquement pour faire taire les rumeurs entourant sa vie amoureuse. Donc j'ai montré mon mari qui déteste ça. Mais bon, je lui ai dit, je t'en prie, une seule fois. Comme ça, on arrive à mettre un visage sur toi et on arrive à identifier que je suis mariée avec un homme formidable qui est inconnu. D'autant que sa notoriété n'a pas diminué depuis son départ d'M6 en 2005. L'ex-présentatrice a immédiatement renoué avec ses premières amours, la comédie. Et aujourd'hui, Séverine réalise même ses propres projets. Hello. Bonjour, madame. Défilé de mode, straight away. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures? Je sais même pas si j'ai envie de t'embrasser, je suis jalouse.
Depuis 3 ans, elle joue dans le spectacle La Voix des femmes, qu'elle a créé de toutes pièces et dont elle a fait la mise en scène. Me montrer telle que je suis sans faire la guerre à mon corps, eh bien c'est déjà politique. Sur les planches avec Séverine, 4 comédiennes se relaient pour lire les témoignages poignants de femmes anonymes ayant traversé une épreuve. De la misogynie, en passant par la ménopause et aux violences faites aux femmes, Séverine et ses comédiennes prêtent leur voix à celles qui n'en ont pas. Maman, arrête! Il est rouge de rage. La lame est bien aiguisée. Aujourd'hui, elle fait répéter Nao, l'une de ses comédiennes, qui doit s'approprier un texte particulièrement lourd sur le viol conjugal. Il me plaque au sol, confine mon corps sous le sien, rentre en moi de tout son poids. Quand il a remonté son pantalon, il m'a remercié d'une bonne baffe, bien placée, bien sonore. Chouac! Quand tu le lis, c'est l'histoire d'une autre, donc t'es obligé aussi de te l'approprier. C'est Séverine, à l'origine du projet, qui a elle-même contacté ces femmes pour les convaincre de livrer leurs témoignages. Toutes ces femmes qui ont témoigné viennent d'horizons différents. Il y a des avocates, il y a des mères de famille, il y a des femmes en situation de handicap. J'appelais, on se confiait nos trucs et tout, on dit je voudrais raconter ça et tout ça. Ok. Puis on pleurait, fait putain toi si tu l'as vécu ça. Putain. Et en fait tu te rends compte qu'on t'es pas tout seul. Si ce projet personnel bouleverse tant Séverine, c'est qu'elle a aussi dû traverser au cours de sa longue carrière une épreuve. Pour la première fois face caméra, elle ose timidement en parler. Quand est arrivé le mouvement MeToo, ça a été un choc. Et j'en fais partie. Je peux en parler très bien et je vais bien avec ça aujourd'hui. J'en fais partie. Pendant plusieurs années, j'ai occulté ce qui m'était arrivé. Et je ne me souvenais plus. C'est en faisant ce projet que tout est ressorti. Et je me suis dit, mais je l'ai vécu en fait. À force d'entendre toutes les histoires des filles, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi mon histoire. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Je ne veux pas en parler. Il faut venir voir le spectacle. Parce que je fais partie de ces filles qui n'ont pas encore la force et qui sont encore beaucoup trop fragiles et trop affectées parce que c'est une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps. Mais je n'ai pas la force de la défendre moi. Et ce qui fait la force aussi de ce spectacle, c'est qu'on respecte ces femmes qui ont décidé de témoigner, d'échanger, de partager leur histoire. Mais si elles ne sont pas prêtes à le dire, on se prête les histoires. Parce que chaque histoire doit exister. Pour Séverine, ce spectacle lui a permis de livrer son histoire anonymement et ainsi guérir de ses blessures. Et loin de la télé, la comédienne veut aujourd'hui travailler sur des projets qui ont du sens pour elle et pour les femmes. Liège, en Belgique. Le lendemain de son spectacle, nous retrouvons à l'Opéra Royal Alison Arngrim, 62 ans alias Nelly Olson. Ah, salut. Yes, oh, bonjour. Wow. Regarde ça. Ouais, bon. Regarde ça. Magnifique. La star américaine rejoint Patrick Loubatière, qui lorsqu'ils sont en tournée ne la quitte pas une seconde. Dans ce décor majestueux, ils vont se replonger dans les grands moments de la petite maison dans la prairie qui fête cette année son 50e anniversaire, à commencer par son générique mythique. Ah oui, oui, c'est moi. Les génériques, c'est dans ma tête tout le temps. Là, quand j'ai tombé dans le lit, c'est mythique. Oui, c'est le thème de ma vie maintenant. En 1974, Alison a 12 ans lorsqu'elle passe les auditions pour la série. À l'origine, ce n'est pas le rôle de la méchante qu'elle convoite, mais celui de Laura Ingalls. Recalée, elle est finalement rappelée pour l'audition d'un rôle secondaire, celui d'une mystérieuse Nelly Olson. En rive, c'est le texte. Ah, Nelly Olson. OK, qui est Nelly Olson? Elle était une peste, un gaz complètement. C'est terrible. Et mon père, avec moi pour l'audition, et j'ai dit, elle est terrible.
Elle est une bitch, une gasse. Mon père dit quoi? J'arrive et c'est Michael Landon, des autres producers. Je fais l'audition et immédiatement, Michael Landon et des autres complètement éclatent de rire, complètement. Sa prestation ravit Michael Landon, alias Charles Ingalls, le producteur et réalisateur du show. Il lui confie donc le rôle de la peste. Un personnage lourd à porter, mais qui n'effraie pas la jeune Alison. C'est le rôle intéressant, c'est pas le rôle de la jeune fille normale, c'est le rôle de le vilain, de le méchant. Je ne réalisais pas à ce moment et changé ma vie complètement, immédiatement à 7 secondes. Ouais. Dès les premières diffusions, le public se passionne pour la gentille famille Ingalls et leurs ennemis jurés, les Olson, et plus particulièrement leur fille Nellie et ses mythiques anglaises blondes. Ah oui, là, ouais, c'est le boucle là. Oui, c'est le boucle fort. Et alors, elle te faisait mal quand même, cette perruque. Oui, c'est le boucle, c'est très difficile parce que la pièce de métal là, elle a beaucoup de bêtes. Ah oui, mais c'est difficile parce que le perruque, c'est chaud, c'est comme un chapeau. Les acteurs sont dirigés d'une main de maître par Michael Landon. Mais contrairement à son personnage vertueux, dans la vraie vie, il n'est pas un enfant de cœur. Connu pour son penchant pour la boisson, Alison a été le témoin de son mode de vie dissolu. Il est strict parce que l'épisode après épisode, jour après jour, filmer beaucoup de choses. Mais à cette époque, tout le monde fumait. Tac, et boit tout le temps. Comme on dit, le 3 martini lunch. Oh oui, c'est un bière. Oh oui, c'est boire. Oui. C'est 10 dans le matin. Oh non, c'est bien, c'est bon. Okidoki. Dans la petite maison dans la prairie, on ne peut pas parler de Nellie sans parler de Laura Ingalls. Ennemis jurés à l'écran, leurs disputes sont devenues cultes. Mais dans la vraie vie, l'histoire est tout autre. Melissa Gilbert était comme ma petite sœur depuis le premier jour. J'ai rencontré Melissa Gilbert. Melissa Gilbert, moi, c'est « Ah, bonjour », boum, immédiatement, amis pour vie. La série a offert à Alison de précieux amis et la notoriété à vie. En revanche, elle ne l'a pas rendue riche. Si elle refuse de parler d'argent, Alison avoue à demi-mot qu'à l'époque, à Hollywood, on était très loin des salaires d'aujourd'hui. Je n'ai dit pas exact combien de paychecks. Mais maintenant, le salaire de la personne de télévision, c'est ça incroyable. Je ne comprends pas. Mais il a le salaire de $1 million par épisode. C'est absolument ridicule. C'est ridicule. C'est pas dans les années 70, c'est pas comme ça. Mais c'est bien parce que la série, c'est beaucoup de rediffusion, de reruns. Ça, c'est bon. Et si vous payez à chaque rediffusion? Là encore, Alison ne répondra pas. Selon nos sources, chaque année, elle perçoit toujours de l'argent grâce aux rediffusions. Un bon complément de revenus lorsqu'on sait que la série est diffusée dans 120 pays. La petite maison dans la prairie a définitivement changé la vie d'Alison pour toujours. Et grâce à ses fans français, sa carrière connaît un nouveau souffle outre-Atlantique qui n'est pas près de s'arrêter. Beson, dans le Val d'Oise, sur le plateau de la série Les Mystères de l'amour. Ce matin, nous retrouvons Cathy Andrieux. Ici, les journées de tournage n'ont plus aucun secret pour la comédienne. Allez, c'est parti. Et pour cause, cela fait déjà 10 ans qu'elle a repris son rôle éponyme de Cathy dans la série de TMC. Alors là, c'est un peu la routine, hein. C'est vraiment la journée type. On arrive, make-up, habillage, répétition et puis tournage. On se connaît quand même assez bien tous et on s'entend tous très bien. Donc ça, c'est plutôt très agréable et assez rare aujourd'hui. Et entre comédiens, l'adage « qui aime bien, châtie bien » est de rigueur. Tu vas être reconnaissable, enfin? Ouais, c'est ça. Quelle méchanceté. Heureusement qu'elle vient de dire que tout le monde est très sympa. C'est ça, c'est ça. Je viens de le dire, hein. Tout le monde est très sympa, ben voilà, ça démarre. Très sympa. Elliot Delage incarne à l'écran le fils de Cathy depuis 8 ans. Ils jouent donc très régulièrement des scènes ensemble.
Dès le premier jour, elle était toujours là pour me guider, pour m'aider, même si parfois j'étais un peu stressé, maladroit. Je lui foutais souvent des coups de parapluie, des coups de coude dans la tête. Cathy ne tourne pas souvent avec ses amis de toujours, Hélène Rollès, Nicolas Puydebas ou encore Laure Gilbert. Car ils partagent rarement les mêmes intrigues et donc les mêmes décors. Au total, près de 70 comédiens travaillent pour la série, On ne connaît pas la route. dans un studio de 700 mètres carrés, C'est par là. regroupant plusieurs décors. De quoi se perdre. C'est un vrai labyrinthe ici. Alors là, on est dans l'appartement Cathy. D'accord, merci beaucoup. On est dans la chambre Cathy, la salle de bain Cathy. Le personnage de Cathy, une mère de famille et photographe, évolue presque toujours sur ce plateau. Et là, c'est le studio photo. Pour diriger les comédiens, le chef d'orchestre, c'est Guy. Et avec lui, il faut filer droit. Guy, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il est très sévère. Faut faire attention. Il ne faut pas parler après. Faut être très sage avec Guy. Mais on respecte. Hein. On a chacun nos façons de travailler, mais on s'entend tous bien là-dessus. Je vais pas dire que c'est une grande famille, parce que c'est un peu bateau, mais oui, on se connaît très très bien. Voilà, on se met au départ, s'il vous plaît. Allez, bien le silence, s'il vous plaît, moteur. 11-13 sur 3 premières, caméra B. Le réalisateur attaque cette année la 35e saison des Mystères de l'amour. Et à raison de 26 épisodes par an, le rythme de tournage est intense. Cette série, il faut que ça tourne vite. Donc il faut savoir ses textes, il faut l'équipe technique aussi, c'est du challenge à chaque fois. Ah oui, parce qu'elle fait quand même au niveau des plans. 52 minutes en 2 jours, donc, et pas dans un décor unique, dans des décors différents, avec beaucoup de comédiens. Et là, on va se mettre au travail. Vraiment. Hein, merci. Ouais, voilà. Aujourd'hui, Cathy n'a qu'une scène à tourner. Ouais, c'est ça. Mégane et moi, on a le même papa. Mais pas le temps de bavasser, en 1 heure, tout doit être en boîte. Idée efficace. Mission accomplie pour Cathy. En 4 prises, la scène est tournée. C'est une fin de journée pour elle. Guy, au revoir, bonne journée. Ces horaires de tournage flexibles ont permis à Cathy, il y a quelques années, de se lancer dans une autre aventure professionnelle, très éloignée de son métier d'actrice. Justement, le lendemain, nous la retrouvons à 800 km de là, à Biarritz. Elle est accompagnée de sa fille Alice, 30 ans, fruit de son union avec David Proulx. Les 2 femmes, associées dans le travail, doivent inspecter une maison qu'elles viennent de rénover entièrement pour un client. On est dans le bureau, avec l'entrée, qui peut se fermer, s'ouvrir, créer l'intimité. C'est ça. On passe au salon. Le salon, qui est toujours en communication avec la cuisine, on a gardé vraiment cette ouverture. Après l'arrêt d'Hélène et les garçons, Cathy a pris une décision aussi surprenante que courageuse, devenir architecte d'intérieur. Par contre, il faut qu'il rajoute. Tu vois, on voit le béton là, qui est pas joli, Ouais. qui remplit ça. Ouais, ça a dû se tasser, tu sais, avec le temps. Pour réaliser ce rêve, elle a dû étudier 3 ans dans l'une des écoles les plus prestigieuses de France. Moi, à 30 ans, j'ai voulu reprendre mes études. Donc, j'ai pris des cours à l'école Boulle d'architecture d'intérieur. Et j'ai commencé par des petits chantiers, que je prends toujours aussi, hein, de rénovation. Et voilà, donc ça fait longtemps que j'alterne entre les tournages et mon boulot d'archi. Cathy travaille sur des chantiers dans toute la France. Mais pour ce projet d'envergure, elle a proposé à sa fille Alice, designeuse d'espace, de travailler à ses côtés. Il y a ma mère un jour qui vient me voir et qui me dit voilà, il y a ce projet, il est assez ambitieux, etc. Je me le sens si on le fait à 2, qu'est-ce que t'en penses? Et je me suis dit tiens, bosser avec sa mère, pourquoi pas? Le chantier est titanesque. Mère et fille ont eu 2 ans pour rénover entièrement cette maison de 150 mètres carrés. Sur 3 étages, elle compte 5 chambres et 5 salles de bain. Là, c'est une chambre. C'est la chambre. La chambre sombre. C'est ça. La chambre intime qui donne sur le palmier énorme. Exactement. Avec sa salle de bain. Aujourd'hui, Cathy a trouvé son équilibre entre son métier de comédienne et d'architecte d'intérieur. Mais pour rien au monde, elle ne voudrait choisir entre les 2. La partie comédienne, c'est ma récréation.
C'est là où je me laisse un peu voilà, chouchouter, le maquillage. C'est le monde de Mickey quand même. Le métier d'archi, il me plaît beaucoup dans le côté créatif, dans le côté challenge, dans le côté travailler avec des artisans. J'adore les artisans. Mais c'est du stress. C'est du stress parce on a un cahier des charges, on a un temps limité, on a le lien avec les clients. Donc c'est beaucoup de stress. Donc finalement, la partie comédienne, c'est ma récréation. Donc les deux me plaisent beaucoup, d'associer les deux. Alice a été témoin des tempêtes que sa mère a traversées au cours de sa carrière d'actrice. Et c'est donc avec admiration qu'elle l'a vue se battre pour s'accomplir dans tous les domaines de sa vie. Je l'ai vue dans plein de phases de sa vie, assez différentes, confrontée à plein de situations très différentes, et elle est forte, ma mère. Elle est là pour... Mais c'est vrai, mais tu affrontes les choses, tu vas jusqu'au bout, t'as des envies, t'y vas, t'as voulu faire de l'archi, t'as fait une formation pour, enfin tu vois, t'as tenu le cap, donc c'est... Ouais, je suis fière de ma mère, bien sûr, c'est sûr. T'es gentil. Ouais, c'est vrai. Ça me touche, hein. À 54 ans, Cathy Andrieux est aujourd'hui une femme apaisée et sûre de ses choix de vie. Elle n'aspire qu'à une chose, continuer de travailler sur des projets qui la passionnent, que ce soit dans la comédie ou l'architecture. À Boran-sur-Oise, nous retrouvons Sidney, l'ancien animateur d'HIP HOP, en plein footing. À 68 ans, aujourd'hui DJ de profession, il continue de s'entraîner très souvent pour garder la forme. J'ai besoin de bouger, de montrer qu'on est bien physiquement. Je crois que c'est important. Le jour où je ne le suis plus, j'arrête la scène. Je ne vais pas y aller assis grabataire, machin. Faut savoir s'arrêter. Hein. Danseur de breakdance dans l'émission, Sidney ne pratique plus, mais ne peut s'empêcher de faire quelques pas dans l'herbe pour se dérouiller. J'ai arrêté le breakdance, ça c'est sûr. Mais des fois, j'ai envie, surtout quand je vois les autres danser. T'as la rage, t'as envie, mais ouais, t'as pas 16 ans, t'as pas 18 ans. Alors des fois, pour m'étirer, je dis, tiens, je vais descendre un peu au sol, même dans l'herbe, là, comme ça. Et j'ai besoin de sentir que, ah, tiens, tu vois, ça tire et ça fait du bien. Tu vois, c'est des mouvements, on repasse. Les torsions qu'on examinait. Donc on le fait un peu en genre, comment dire ça, en genre yoga. 17h. Sidney quitte la campagne pour gagner la capitale et enfiler son costume de DJ. Car si la page télé est bel et bien tournée... Ah, ça fait un moment que je suis pas venu là. Mixé dehors en plus, là ça va être le petit. À 68 ans, il n'a jamais été autant sollicité. Yes! Comment ça va? Chaque week-end, ça se prépare, ça se prépare. Sidney anime les soirées les plus branchées de la capitale. Comme ce soir, au très à la mode Cabaret Sauvage. Des prestations qui lui assurent des revenus confortables. Mais il n'en dira pas plus. Ah, c'est vachement cher, tu sauras jamais le prix. C'est pas gratuit, mais c'est normal. Mais je suis pas... ça dépasse pas les limites de l'entendement. Et je m'adapte surtout pour les associations qui n'ont pas énormément de budget. Quand ils me veulent et qu'ils disent on sait que vous êtes cher, mais on a vraiment envie de vous avoir. J'essaie de jumeler l'utile et l'agréable. C'est un métier qu'on fait, qu'on aime, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas que l'argent dans tout. En même temps, il faut se battre. On défendre ça, c'est du boulot, quoi. Ces soirées sont aussi l'occasion de retrouver des anciens de l'émission HIP HOP. Même après toutes ces années, on rajeunit, on vieillit pas. Champion du monde, là, attention, c'est un champion du monde qui est là. Solo, c'est le célèbre rappeur du groupe Assassin qui a aussi joué dans le film La Haine. Et sa carrière, il la doit en partie à Sidney, car il a démarré en dansant sur le plateau d'HIP HOP à l'âge de 16 ans. La légende, le #1 DJ. Je suis vachement fier de dire Solo, vous savez pas qui c'est? Ça a été les Assassins, NTM et tout ça. Vous savez pas, mais Solo, il fait du cinéma aussi. C'est un producteur, il fait du son. Solo se souvient que Sidney a été un précurseur pour toute une génération. D'avoir un tonton
de couleurs, on va dire, un petit peu à la télé, oui, effectivement, ça manque. Très clairement même. Et puis après, d'avoir un peu une expression, je dirais, d'une population autre que, allez, on va dire dominante, oui, ça manque un petit peu. D'avoir un autre son de cloche, ou des gens qui ont envie de faire la fête, on n'en voit pas tant que ça, en fait, hein. Non ? Non, on a Harry Rosenbach, mais lui, il ne fait pas la fête, il est journaliste. Il est sérieux. Il est sérieux, notre petit Harry, mais on est fiers. C'est à toi, tonton. T'as vu ça? Le DJ set de Sydney démarre et il lance le tube qui a fait de lui une légende dans le monde de la musique. Le générique de l'émission HIP à choper. HIP. C'est fort. Un son et surtout une culture qui compte toujours de nombreux fans. Il est très humble, il est là pour tout le monde, il a un cœur énorme et c'est une légende, c'est notre référence. Et franchement, j'ai commencé à danser grâce à lui. Le dimanche, à la télé, hip-hop. Voilà, pour moi c'est... voilà. Histoire. En présentant un an l'émission HIP à choper, Sydney a ouvert la voie à toute une génération de jeunes. Et 40 ans plus tard, il reste une figure emblématique de ce mouvement. Sydney est devenu en quelque sorte le père du hip-hop en France. Depuis notre tournage, Séverine Ferrer continue de brûler les planches. Cette fois-ci, dans une pièce de Laurent Ruquier, intitulée « Si c'était à refaire ». Séverine, tu es Claudine alors maintenant? Oui, je suis Claudine Grumet, mais vous pouvez m'appeler Claudine. Alison, quant à elle, est retournée à Los Angeles où elle habite. Mais pour le plus grand bonheur des fans de la petite maison dans la prairie, elle ne tardera pas à revenir se produire en France. Cathy Andrieux, qui a trouvé son équilibre de vie, continue d'alterner entre son métier de comédienne et celui d'architecte d'intérieur. Sydney, lui, reste le roi invétéré des platines et enchante plus que jamais les soirées des amoureux du hip-hop.